souhaiter la bienvenue. Mon rôle sera très limité aujourd'hui, et c'est tant mieux, c'est pas à moi de parler. Pour justement souhaiter la bienvenue à cette activité, à cette discussion sur la santé mentale des personnes et des communautés noires dans les milieux universitaires. C'est un sujet qui est hyper important, parce qu'on sait évidemment que dans les universités ne sont pas à l'écart de la société, elles sont dans la société, de sorte que les problèmes que l'on retrouve dans la société se retrouvent également dans les universités. Le problème de racisme, etc., etc. Alors c'est important de nommer les choses, c'est important d'agir aussi. Et donc, je vous félicite, je suis très, très content que l'on tienne ce genre de discussion à l'Université de Montréal. J'ai envie de dire que tout ce qui est antiracisme, c'est un travail en continu, mais on prend ça très, très au sérieux. Donc, bravo aux organisateurs, organisatrices de cet événement, aux panélistes. Comme je vous le disais, je dois malheureusement me sauver. C'est l'avis d'un vice-recteur de butiner d'une inauguration à une autre. Mais donc, je vous souhaite une excellente conférence. Merci encore. Et est-ce qu'il y a une captation vidéo? Alors, je pourrais au moins écouter la captation vidéo. Donc, bienvenue à tous et bonne conférence. Merci. Merci. Alors, la bienvenue vous a été souhaitée. Alors, je pense qu'on peut débuter le panel. Je commence par me présenter. Je m'appelle Diara Traoré. Je suis chercheuse et professionnelle en mobilisation des connaissances au Centre de recherche sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, nous sommes avec 4 panélistes, des invités qui représentent plusieurs secteurs de l'université. Alors, notamment, nous avons Shine Faith Kourouma, qui est étudiante à l'École de travail social et présidente de l'Association africaine de l'UDM. Bienvenue, Shine. Bonjour. Nous avons Wolf Tima, qui est résident en psychiatrie. Bienvenue. Bonjour. Sarah Vuka-Makani est étudiante au département de sociologie et également présidente de l'Organisation des étudiants et étudiantes noires de l'Université de Montréal. Alors, bonjour. Bonjour. Et Lindsay Dora Germain, qui est chef de section à la direction de l'engagement bénévole du réseau des diplômés et des donateurs. Bonjour Lindsay Dora. Bonjour. Alors sans plus tarder, nous allons aborder le sujet, la grande question du jour, qui est celle de la santé mentale des personnes et des communautés noires dans le milieu universitaire. Alors, il faut savoir que les communautés noires, notamment les personnes noires de diverses identités de genre, les personnes handicapées noires, les personnes afro-autochtones et les membres noirs de la communauté LGBTQ+, sont désavantagés depuis plusieurs générations. Le colonialisme, l'oppression, le racisme ont toujours des répercussions profondes qui se font sentir aujourd'hui, sans parler des taux de chômage élevés, du manque de services médicaux et d'autres formes d'inégalités systémiques. Donc, au fil du temps, ces problèmes ont entraîné un écart en matière d'accès aux services de santé mentale, on peut le deviner. Une enquête de la Commission de la santé mentale du Canada a révélé que 38% seulement des Canadiens noirs ayant des problèmes de santé mentale ont fait appel à des services de santé mentale entre 2001 et 2014, comparativement à 50% des Canadiens blancs. Les personnes noires connaissent un taux alarmant et disproportionné de détresse psychologique, de mauvaise santé mentale et de troubles mentaux, et sont 6 fois plus susceptibles de souffrir de dépression que le reste de la population. Alors cela nous amène au premier thème de ce panel, qui est le rôle de l'université. Avec une conjoncture telle que celle-ci, quels types de services sont offerts à l'université? Sont-ils adéquats? Sont-ils appropriés? On va peut-être se pencher d'abord sur nos personnes étudiantes, à savoir en tant que personne étudiante, en tant que représentante d'associations aussi d'étudiants et étudiantes noires, quelles sont les réalités que vous avez constatées en termes d'adéquation des services en santé mentale à l'Université de Montréal? Ok, parfait. Donc, personnellement, pour l'association africaine, nous n'avons pas nécessairement de sollicitations par rapport aux services de santé mentale de l'université, mais je sais que personnellement, moi, j'ai déjà essayé d'y avoir accès et c'était pas du tout évident, si je peux dire ça comme ça. Déjà au niveau de la disponibilité, je veux dire, je trouve que la santé mentale, même si elle est invisible, elle est quand même aussi importante que la santé physique. Mais quand on doit appeler parce qu'on se sent mal maintenant et qu'on nous rappelle 2 mois plus tard pour nous dire qu'on aura peut-être un rendez-vous, il faut dire que
on ne se sent pas vraiment bien. C'était un peu ça mon constat par rapport aux services qui sont offerts. Je ne pense pas qu'il y ait assez de disponibilité pour le besoin qui est ressenti par la communauté étudiante. Je dirais aussi que c'est vraiment la disponibilité parce que je sais qu'il y a un centre, un service de psychologie et thérapie. J'en ai déjà bénéficié, mais c'est très long. Et encore, il faut qu'ils jugent que la situation soit vraiment pressante et là, peut-être que tu trouveras quelqu'un. Et encore là, ils sont limités. Si je ne me trompe pas, c'est entre 13 et 15 séances. Donc, et même là, c'est comme, il peut se passer plein de choses et comme peut-être à la 13e, 15e séance, tu as encore besoin d'un suivi, mais tu dois attendre 1 an encore. Sauf qu'il se passe plein de choses pendant 1 an. Et donc, je sais qu'il y a des affaires, il y a des solutions, mais est-ce qu'elles sont totalement efficaces? Elles sont efficaces, mais ça serait mieux de mieux les cadrer. Et Wolf, justement en tant que résident en psychiatrie, est-ce qu'il y aurait, dans un monde idéal, une façon d'aborder justement des services en santé mentale disponibles à l'université? Très sincèrement, je trouve ça dommage de voir à quel point malheureusement les choses ont peu changé. Là. Donc, je suis rendu à ma 10e année d'études à l'Université de Montréal et dans mon temps, c'était pas mal une situation qui était similaire. Et je trouve ça un peu alarmant, notamment en ce qui a trait aux personnes des communautés racisées, particulièrement les communautés noires, parce que, comme vous l'avez dit, le niveau de détresse psychologique est particulièrement important pour nos communautés. Alors, pour ma part, je pense qu'une des choses qu'il va falloir qu'ils soient abordées par l'université, c'est, je comprends qu'ils ne peuvent pas forcément, là, tout d'un coup, créer des ressources où il n'y en a pas, mais par contre, ce que je pense qu'ils pourraient faire, c'est au minimum offrir un certain service d'urgence pour les personnes racisées qui vont, par exemple, être victimes de situations de discrimination ou de racisme. Parce que la réalité, c'est qu'on a souvent tendance à sous-estimer le niveau de traumatisme que cela peut susciter, le niveau de détresse que cela peut entraîner et la nécessité d'avoir un certain niveau d'aide assez rapidement. Je peux vous donner un exemple personnel. L'année dernière, à la fin de ma première année de résidence en psychiatrie, dans le cadre d'une activité académique, un superviseur a trouvé adéquat de me faire des commentaires à caractère racial devant d'autres résidents. À la suite de cet événement-là, dans les journées qui ont suivi, j'ai eu ce qu'on appelle des symptômes qui s'apparentent à un état de stress aigu. Donc, lorsque quelqu'un a vécu un traumatisme, on peut avoir certains symptômes comme par exemple, on va beaucoup pleurer, on fait des cauchemars, il y a vraiment une espèce de détresse très, très, très importante. Et je me souviens à ce moment-là, m'être dit, mais je sais que j'ai besoin d'aide. C'était extrêmement traumatisant ce que je viens de vivre. Puis je vous rappelle humblement que je suis un médecin qui se spécialise en psychiatrie, donc je n'utilise pas le mot traumatisme facilement. Et je n'avais pas accès à ces services-là, mais j'aurais eu besoin que l'université puisse m'offrir justement ce soutien-là à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'une des choses qui pourrait être faite, ce serait de créer un service d'urgence, un service d'intervention de crise, où ces personnes-là peuvent avoir accès à un soutien qui pourrait être sporadique, ne serait-ce qu'une ou deux rencontres, puis par la suite les orienter vers ce qui est nécessaire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour les communautés noires et les communautés racisées tout court. Et puis Lindsay Dora, en tant qu'employée de l'Université de Montréal, mais aussi membre du caucus des employés noirs de l'Université de Montréal, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent en termes de ce qui se passe au niveau des services en santé mentale à l'Université de Montréal? En fait, pour ce qui est de la santé mentale, il y a bien sûr une stigmatisation. Tu l'as mentionné au début, où est-ce que il n'y a pas nécessairement cette visibilité-là au sein de nos communautés, de se dire qu'on va aller chercher de l'aide. Déjà, à la base, je pense que pour ce qui est de l'université, il y a un travail ou une responsabilité d'éducation aussi sur ce que c'est d'être en état de traumatisme, d'identifier ces symptômes-là. Wolf, il le savait que ce qu'il était en train de vivre, c'était un traumatisme. Il y en a d'autres personnes qui vivent ça et qui ne se disent pas que c'est ça. Donc, ils ne vont pas chercher l'aide disponible non plus parce qu'il y a un travail d'éducation qui n'est pas là au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont repenser à des occasions où est-ce qu'ils ont eu ce même type d'effet-là et ils ne se sont jamais dit qu'ils allaient chercher de l'aide. Mais aujourd'hui, OK, peut-être que j'aurais dû. Donc, je pense que l'université, elle a cette première responsabilité-là
où est-ce que c'est un endroit de création de savoir, partage de savoir, d'éduquer ces gens-là à qu'est-ce qui est un traumatisme, qu'est-ce que sont des symptômes qu'on peut vivre. Pour ce qui est du caucus, c'est vraiment, si je vais vraiment dans la raison d'être, c'est qu'on a créé ces espaces-là pour qu'on puisse parler de santé mentale ou parler de choses qui pourraient être sensibles entre collègues comme ça, là. Mais là, au caucus, on a cet espace-là qui est un espace qui est courageux. Je sais que je l'avais mentionné, je ne dis pas nécessairement safe space, je dis courageous space, parce que c'est un endroit où est-ce qu'on peut être courageux et parler de choses qu'on n'aurait pas parlé nécessairement avec nos collègues. Donc, cet espace-là où est-ce qu'on se retrouve et qu'on parle et on se dit « Ah, j'ai telle situation qui m'est arrivée », puis on se donne des conseils entre nous. Mais même au caucus, on ne les connaît pas tous, ce qui existe pour nous aider. On parle du bureau, du respect de la personne, par exemple, où est-ce qu'on dit aux personnes « Ah, vous pouvez aller là pour du harcèlement, vous pouvez… » Mais en fait, c'est tout ce qu'on sait. Et encore là, c'est d'après ce que nous, on pense. Mais je pense que l'université pourrait soutenir davantage ces groupes-là qui se forment en termes d'éducation, puis de leur fournir des outils pour accompagner des personnes qui seraient en détresse. Merci Lindsay Dora. Puis en fait, la question qui se pose maintenant, c'est justement cette détresse accrue psychologique et des employés et des personnes étudiantes dans certains cas. Puis les statistiques le montrent. Les personnes noires sont plus susceptibles de développer des soucis de détresse psychologique. Dans quelle mesure est-ce que certaines conditions ou certaines situations ou circonstances au sein de l'université peuvent favoriser justement ou entraîner ou causer, même indirectement, une certaine détresse psychologique? Wolf, vous l'avez mentionné tantôt, justement qu'une expérience de microagression ou de racisme ouvert peut amener à des symptômes de stress post-traumatique, notamment. Dans quelle mesure est-ce que certaines conditions, que ce soit dans les salles de cours, que ce soit dans les milieux de travail, peuvent justement faire émerger certaines difficultés au niveau émotionnel et psychologique? Alors, Shine, je vous vois hocher la tête. Bon, personnellement, disons, pour moi, ça serait le fait de ne pas se sentir nécessairement en sécurité mentale, si je peux utiliser ce terme, parce qu'on a l'impression d'être la personne qui va être tout le temps critiquée ou, dans le cas contraire, qui va être tout le temps sollicitée pour être l'ambassadeur des personnes noires, surtout dans des programmes qui sont malheureusement encore très blancs, comme le travail social. Je pense qu'on est 3 étudiantes noires dans la grosse cohorte de 90 étudiants à Laval. Donc, admettons, moi, en entrant dans mon cours, je vais déjà entrer avec le stress d'être une personne étudiante, puis tout ce qui vient avec, mais aussi le stress d'être la personne noire qui doit enseigner. Par exemple, j'ai eu une expérience où la chargée de cours n'était pas capable de répondre à une étudiante qui disait subir du racisme anti-blanc. Puis qui disait aussi que ce n'était pas juste, que les personnes blanches n'avaient pas d'opportunités comme les personnes racisées. Donc, je voyais que la professeure la chargée de cours était un petit peu malaisée de répondre à cette question-là. Puis déjà, j'étais représentante de cohorte aussi, puis une des seules étudiantes noires, donc c'était un peu mon rôle de faire tu sais que ça n'existe pas, le racisme anti-blanc, puis voilà. Mais ce n'était pas ma place parce que à la fin de la journée, je reste quand même une étudiante dans ce cours-là. Donc ça crée un certain épuisement aussi, un épuisement supplémentaire que les autres personnes dans la cohorte n'ont pas, parce qu'elles ne sont pas des personnes noires. Merci. Est-ce que Sarah, ça évoque quelque chose pour vous aussi, ce type d'expérience-là, en contexte d'apprentissage? Oui et non. Comme Shine l'a dit aussi, parfois tu entres dans une classe. Moi, je sais que mon premier réflexe, en tout cas, c'est de voir s'il y a d'autres personnes noires, déjà. Donc, j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes noires. Ensuite, j'essaie de voir est-ce que mon professeur, c'est une femme, un homme, blanc ou noir ou autre. Et je sais aussi que c'est stressant quand il y a certains sujets
j'ai l'impression qu'il y a comme une lumière invisible sur moi, comme les gens vont peut-être me regarder, attendre à ce que je dise quelque chose, que j'ai l'impression d'être scrutée, comme si je fonce les sourcils, ils vont comme faire « Ah, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, elle va se fâcher ou on a mal dit quelque chose ». Et aussi quelque chose qui me touche, c'est les professeurs chargés de cours qui sont comme impartials. Je sais peut-être que c'est dans la formation, mais comme ils ne peuvent pas dire non, par exemple, non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Comme, ils seront comme, oh, mais tu sais, en tant que... C'est comme si tout le monde voyait que je me faisais agresser, mais que le prof ne pouvait pas intervenir. Donc, au fur et à mesure, je me suis comme dit, bon, je ne peux pas aller tout le temps voir le prof pour dire ça, sinon... Comme c'est aussi du travail de tout le temps aller dire ça c'est pas correct ou de se retourner dire à ma voisine ok ça c'est pas bon de dire ou parfois il y a des questions comme je représente pas toutes les personnes noires sur terre comme il y a d'autres questions je suis comme moi je suis correcte et je le dis à des gens qui me posent des questions moi je suis correcte à ce que tu fasses ça que tu utilises par exemple ce terme minorité visible ou autre mais je précise toujours mais d'autres personnes n'aiment pas ça parce que je veux pas que je dise quelque chose puis on fait ok ben Sarah m'a dit que je pouvais dire ça que ça c'est correct donc j'essaie vraiment d'être invisible mais en même temps je sais qu'il y a comme une lumière sur moi comme il y a comme un travail invisible autour de moi je dois être plus alerte et tout ça donc Alors cette lumière invisible là qu'on qualifie aussi du poids de la représentation. Hein, le fait qu'on ait une personne noire dans un milieu et que par défaut, il y a une attente que l'on représente les réalités, les connaissances, les conditions de toutes les personnes noires qui existent dans le monde. Dans quelle mesure, Lindsay Doré et Wolf, dans quelle mesure ça s'est ressorti dans vos parcours ou dans le parcours de collègues ou dans des réalités que vous avez observées dans le milieu universitaire? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Moi, je pense que c'est une question qui me parle beaucoup. Avant de faire mes études de médecine, j'étais à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et à la fois, bien évidemment, ce sont des facultés à mon époque où les personnes noires étaient surreprésentées. Et j'arrive en médecine, je trouvais que la situation en fait était pire parce que j'étais le seul homme noir d'une cohorte de 300 personnes. Alors que, pour que vous sachiez, là, les personnes noires à Montréal en représentent à peu près 10% de la population. Je me souviens être rentré là en me disant « Oh mon Dieu, il n'y a pas... » J'avais deux de mes collègues, c'était des femmes qui étaient noires, mais il n'y avait personne d'autre qui nous ressemblait. Et il y a une espèce d'anxiété qui m'a envahi à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il s'agit d'une erreur? Est-ce que c'est une erreur administrative pour laquelle je me retrouve là? Et quelques jours plus tard, il y a un collègue qui m'a fait la petite blague suivante. Il m'a dit « Oh, ben on le sait, Wolf, toi, t'es rentré par un quota. » Donc là, tout d'un coup, cette espèce de crainte-là est devenue quelque chose qui a été renforcé. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, oh mon Dieu, d'un coup, effectivement, je suis rentré par une espèce de quota que personne n'est au courant. D'un coup, que je suis une erreur. Mais là, l'enjeu avec ça, c'est que ça vient avec une espèce de stress énorme. Parce que là, je me suis dit, je suis un des rares représentants de mes communautés. À ce moment-là, on parlait de cette espèce de lumière-là. Hein? Probablement que plusieurs d'entre vous l'ont vécu ici. On a cette impression-là qu'on ne peut pas se permettre d'échouer. On ne peut pas se permettre d'être sous la moyenne. En fait, on ne peut pas se permettre d'être dans la moyenne, mais encore moins sous la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre vous ont parlé de certains éléments qui me font beaucoup penser à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je n'aime pas le mot syndrome parce que on dirait que ça dit que c'est une maladie, alors qu'au final, moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, c'est une résultante d'une problématique de l'environnement en tant que tel. Donc, je préfère utiliser le mot phénomène de l'imposteur. Et ce phénomène-là a été décrit pour la première fois en 1978 par une psychologue. L'enjeu, c'est que des personnes, justement, qui se retrouvent dans certaines institutions, dans certains domaines, des personnes souvent très performantes, vont vivre avec une espèce de doute constante par rapport à leur capacité. On a tous déjà vécu ça, okay? Un doute par rapport à leur capacité, mais ces personnes-là, malheureusement, ça devient carrément quasiment maladif. Ce qu'on sait, c'est que les études ont démontré que les personnes des communautés noires sont surreprésentées par rapport à ce phénomène de l'imposteur-là. Et quand on regarde les études dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est que c'est associé à un niveau d'anxiété, de dépression plus important. Ce qui fait référence aux statistiques, en partie d'après moi, à ce qui a été, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Puis peut-être je peux rajouter par rapport
phénomène de l'imposteur. Je pense que c'est très intense. On se pose des questions, oui, anxiogènes. Et on a l'impression, en fait, que, puis je parle vraiment à titre personnel, mais que, en fait, tes collègues, là, je peux dire que peut-être ton collègue, il t'a fait une fleur en te le disant dans la face que tu étais un quota, mais pour ceux que ça reste un genre de doute, puis que c'est peut-être des petits regards ou des petits commentaires qui vont passer dans une rencontre, ça fait en sorte que tu as un petit peu l'impression de persécution ou qu'ils attendent juste de confirmer cette conviction qu'ils ont déjà que tu n'es pas à ta place, là. Et je pense que c'est ça, on ne peut pas se permettre d'être dans la moyenne, on ne peut pas se permettre d'échouer, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes, on ne peut pas se permettre d'être la personne qui va mettre le doigt sur un bobo alors que tout le monde sait que ça ne marche pas. Mais là, si c'est toi qui dis que ça ne marche pas, il faut absolument pas. Donc, c'est parce que justement, tu ne veux pas leur donner cette raison-là ou bien de confirmer cette croyance qu'ils ont déjà, en fait, que tu n'es pas à ta place. Non, la question de ne pas être à sa place, pour rebondir là-dessus, on est encore dans la question du poids de la représentation. Wolf, je reviens vers vous parce que vous travaillez en psychiatrie, dans des unités, etc., à l'hôpital. Puis, est-ce qu'il y a des observations? Vous avez dit que les personnes noires représentent à peu près 10% de la population à la grande région de Montréal. Ne sont pas du tout représentés dans votre programme, en particulier de psychiatrie, mis à part vous. Mais au niveau des patients des unités psychiatriques, quelles ont été vos observations à ce niveau-là? Mais c'est le contraire, en fait. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que je suis dans un hôpital psychiatrique qui dessert une des communautés les plus multiculturelles de Montréal, et il n'y a aucun psychiatre noir. Et je trouve ça fascinant parce que quand on regarde les patients, surtout les patients hospitalisés, bien évidemment, les personnes des communautés noires, nous sommes surreprésentées. Et je trouve que c'est extrêmement parlant parce que on parle beaucoup, surtout depuis dans les dernières années, là, la question de la discrimination, du racisme, puis du fait que, on se dit que oui, c'est souffrant, c'est douloureux, mais je pense que ce que les gens ne savent pas, c'est l'impact de ces discriminations-là et sur le racisme au niveau biologique, au niveau du cerveau. Ça m'amène à vous parler, par exemple, au niveau de ce qu'on appelle les troubles psychotiques. Donc, la psychose, ce sont des maladies du cerveau qui font en sorte que la personne va perdre contact avec la réalité. Notamment la schizophrénie, maladie extrêmement sévère, avec des gros troubles cognitifs, un impact fonctionnel majeur. Les personnes noires sont surreprésentées. Une statistique qui m'avait énormément frappé il y a quelques années, lorsque j'avais lu une étude qui disait que le risque relatif pour une personne noire qui se retrouve dans un milieu caucasien, son risque relatif de développer une schizophrénie est de, je pense, entre 10 à 15 fois plus élevé que la population générale. Pourquoi? Ce n'est pas uniquement la génétique qui explique ça. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la défaite sociale, qui, d'une certaine façon, en fait, ce que ça va expliquer, c'est, dans l'étiologie, justement, la schizophrénie, l'impact de l'exclusion, l'impact de la discrimination et du racisme va effectuer des espèces de changements au niveau des circuits neuronaux. Et ces changements-là, c'est des changements qui sont souvent être permanents. Donc, quand on parle de racisme et de discrimination, ce n'est pas juste une situation qui est désolante, qui est dommage. Il y a des impacts énormes sur le cerveau, sur la santé des gens, des impacts qui, malheureusement, qui vont souvent se transmettre d'une génération à l'autre. Ça fait peur à vous entendre parce que la question de la transmission puis de l'intraitabilité ou l'incurabilité finalement de ce qui se passe au niveau du cerveau, puis du fait qu'il y a eu des vécus de colonialisme, il y a eu des vécus d'esclavage, puis ici il y a des répercussions de génération à génération, sachant que le droit de vote n'a été acquis en Amérique du Nord par les personnes noires que tout récemment. C'est pas très encourageant comme portrait par rapport à nos réalités concrètes aujourd'hui en 2024 en tant que personne noire. Mais là-dessus, au niveau des services en santé mentale à l'Université de Montréal, cette question justement du manque de psychiatres noirs déjà à l'hôpital, est-ce qu'on constate qu'au niveau
des services offerts en psychologie, c'est-à-dire au niveau des thérapies, des thérapeutes disponibles sur le campus. Est-ce que ça pourrait freiner, selon vous, est-ce que ça constituerait un obstacle par rapport aux personnes noires d'aller consulter, par exemple? Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Je peux m'exprimer là-dessus. Personnellement, je sais que là, on parle de la représentation, que c'est un fardeau et tout ça, mais aussi il y a un côté positif à ça. On voit qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble en face et qui peut comprendre la situation qu'on vit, là où une personne blanche, par exemple, ne va pas comprendre. Puis, malheureusement, en étant quelqu'un qui étudie en travail social et où on touche aussi à la santé mentale, j'ai pu constater qu'il y a des personnes qui vont pas nécessairement aller au-delà de ce qu'ils ont appris dans le théorique. Le contexte de décentralisation de l'ethnoculturel, la diversité, il y a des personnes qui prennent pas ça en compte. C'est, ok, je prends un exemple très anodin. Ok, t'es pas capable de manger parce que tes parents sont pas capables de te donner de l'argent pour manger. Négligence, allez, tac. C'est tout de suite, les personnes sont des chiffres. Sans nécessairement prendre conscience ou connaissance de ce qui peut se passer. Par exemple, ça me rappelle une expérience que j'avais quand j'étais intervenante en centre d'hébergement. J'avais une dame qui était venue du Bénin, puis qui voulait parler seulement qu'à moi et à aucune autre intervenante parce que j'étais la seule intervenante africaine aussi. Puis je sais que quand elle avait des interactions avec les autres, c'était tout le temps, j'ai fait des échos de « Oh, elle est tout le temps fâchée, elle ne veut jamais faire ses motifs et tout ça ». Puis en parlant avec cette dame-là, j'ai compris que elle est la seule personne qui envoyait de l'argent à ses frères et sœurs en Afrique. Puis les autres intervenantes n'avaient pas cette information-là parce que pour elle, c'est qu'il fallait qu'elle fasse ces démarches ou elle n'était pas, disons, elle ne devait pas avoir accès à ces services parce qu'elle ne fait pas d'efforts de son côté. Puis justement, c'est moi qui ai dû apporter l'aspect invisible parce qu'elle s'est sentie en sécurité avec moi la seule personne noire, la seule personne africaine du personnel. Elle s'est sentie à l'aise pour me partager cette information-là qui, une fois qu'on a pu travailler sur cette information-là, elle a pu justement évoluer dans ses autres démarches. Donc, je trouve que c'est super important. Merci. Linza Doré, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que, en tant que les personnes employées dans des milieux de travail où elles sont minoritaires peuvent avoir le sentiment qu'il est important de garder le silence par rapport à certaines choses. Mettons qu'il y a une inefficacité quelque part, où il y a un problème, que finalement, en tant que seule personne noire, par exemple, on n'est pas forcément, on ne se sent pas habilité à être la personne qui va pointer du doigt le bobo. Donc, ça nous ramène un peu à notre troisième thématique, qui est celle du silence. Puis ce silence-là a plusieurs volets, notamment le silence mentionné de dire cette personne-là, cette cliente usagère, a fait silence d'une certaine réalité vis-à-vis des autres, qui était en fait le 90% de la situation. Et dans le cas de ce que Linza Doré vous avez mentionné, l'employé qui va faire silence sur certaines choses qui entrent en réalité dans son mandat d'employé par peur de représailles ou d'autres choses. Et le silence qui a été évoqué, je pense, à plusieurs égards par Wolf et aussi par Sarah, de justement le tabou qui est associé à la santé mentale, à la détresse psychologique au sein des communautés noires. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler de ce silence-là? Wolf, je vous redonne la parole, parce qu'on profite au maximum de votre expertise dans le court laps de temps que nous avons. Est-ce que dans vos constats, dans vos observations, justement, oui, il y a beaucoup plus de personnes noires représentées dans des situations de détresse, de troubles en santé mentale, mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a aussi un silence? Comment ces personnes-là arrivent à vous? Parce que... Je trouve ça très, très intéressant parce qu'à la fois, j'ai ma perspective de personne des communautés noires, mais j'ai aussi ma perspective de professionnel en santé mentale. Très souvent, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que les personnes des communautés noires qui vont arriver à moi, ils vont arriver parce qu'ils n'ont souvent pas le choix. Donc, souvent, ils vont se retrouver dans des circonstances où ils se mettent en danger. Donc, à ce moment-là, malheureusement, c'est avec les policiers qui vont les amener. Et ce qui est très, très dommage parce que il y a déjà énormément, je ne vous apprends rien, là, beaucoup de traumatismes associés avec le service de police puis les communautés noires. Puis là, tout d'un coup, on associe ça
à la santé mentale, à la consultation en psychiatrie. Donc, c'est des expériences qui sont souvent très traumatisantes. Par contre, ce que j'ai constaté au cours des dernières années, à plusieurs reprises, surtout de la part des familles, lorsqu'ils ont réalisé que le médecin en question, par exemple à l'urgence, qui les voyait, c'était moi, il y avait un certain soulagement. Il y en a plusieurs qui me l'ont exprimé en me disant « Toi, t'es noir, je sais que tu vas comprendre. Alors, tout à l'heure, on parlait beaucoup de la question de la sous-représentation des personnes. En fait, je pense que c'était toi, en fait, qui avait parlé de... Il y avait une étude en 2018, en fait, qui disait que parmi les personnes répondantes, 60% des personnes des communautés noires qui ont été échantillonnées ont dit qu'ils seraient plus susceptibles de consulter si l'intervenante ou l'intervenant serait une personne des communautés noires. Donc, c'est souvent extrêmement traumatisant de ces expériences-là. C'est souvent très tabou dans nos communautés. Et très souvent, malheureusement, ces personnes-là, ils vont se retrouver face à des personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre pleinement leur réalité. Donc, ça ne donne pas envie de consulter. Lindsay Doré, une réalité maintenant d'employé, pour quelqu'un qui est employé dans un gros employeur, même comme l'université de Montréal, mettons, par exemple, hypothétiquement, il y a aussi la question de est-ce que je m'ouvre à mon employeur, à mon gestionnaire, à mes supérieurs, de certaines détresses psychologiques que je vis. Ouais. Quel est votre point de vue là-dessus? Ben, c'est un peu comme tantôt quand je disais que le caucus, c'était vraiment l'endroit qu'on avait créé pour faire ça. Mais une autre chose que je veux amener par rapport au silence, il y a beaucoup de silence dans nos familles, parmi nos proches, et de ne pas leur faire honte aussi. Là. Une fois là, j'ai réussi, je suis employée par une des plus grandes universités du monde. Donc, j'ai réussi. Là, il ne faut pas faire honte, peu importe c'est quoi ce que tu es en train de vivre. Si, finalement, bon, ça ne fonctionne pas ou quoi que ce soit, c'est comme une genre de... on a failli... donc, on passe beaucoup de notre détresse sous silence. Et je sais une chose par rapport à ma communauté haïtienne, que je vais le dire très cru, là, en créole, mais les maladies mentales, c'est maladies blancs. C'est pas pour nous, ça ne nous touche pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas mentalement, il a fait de la magie, c'est vaudou. C'est toujours ça, en fait, c'est ce qu'on dit dans la communauté. Donc, lorsque ça ne va pas mentalement, je suis mieux de ne pas le dire, ça va passer. Va manger, prie, mange, va dormir, ça va passer. Et il y a ce poids de ce silence-là au sein même de nos communautés. Et bien sûr, lorsqu'on arrive en milieu professionnel, c'est décuplé. C'est de se dire, si je dis quoi que ce soit, je vais leur prouver, comme je disais, que j'ai pas ma place ou bien j'ai, comment dire, le beau portrait qui se sont faits de la personne. Parce qu'il y en a, oui, qui disent que t'es pas à ta place, mais il y en a d'autres qui t'idéalisent aussi. Donc, le beau portrait qui s'est fait de la personne noire, finalement, ce beau portrait-là, il n'est pas aussi reluisant qu'il pensait. Donc, c'est ça. Moi, si je pourrais rajouter avec le silence, parce que moi, ça me dit c'est souvent les personnes qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'aide aussi, surtout, parce que, par exemple, moi, je sais qu'on m'a dit, Sarah, tu fais de l'anxiété, puis j'étais comme, non, je suis juste stressée, c'est le taux de stress normal, et puis on m'a fait comme, non, c'est comme moi, je ne savais pas qu'on appelait ça de l'anxiété, par exemple. Moi, pour moi, c'était le stress normal, on m'a toujours dit, tu fais plein de choses, donc c'est normal que tu sois stressée. Mais je pense aussi à d'autres personnes, d'autres communautés, qui ont peut-être des symptômes, mais qui n'ont pas le nom précis. C'est comme tu peux dire, je suis tout le temps fatiguée, alors tu vas aller peut-être à la pharmacie, tu vas prendre des vitamines, mais ça n'arrête toujours pas le souci d'être fatiguée. Tu vas venir me dire, ok, j'arrête pas de pleurer, et puis on va comme trouver plein de solutions, mais jamais comme, ok, elle est fatiguée, elle pleure, ça fait tant d'années que ça dure, c'est peut-être parce qu'elle est dépressive, c'est peut-être parce qu'elle a autre chose, c'est comme,
comme Céline l'a dit, parfois dans nos communautés, c'est comme une maladie de blanc. C'est comme soit t'es fou, soit t'es... Non, plein de choses assez intéressantes. Mais comme, parfois, tu as juste besoin d'aide. Et du coup, souvent, on dit comme, va voir un pasteur. Il va parler comme, certes, ça aide, mais le pasteur n'est pas un psy, n'est pas un psychiatre, et n'est pas un travailleur social. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont... On peut avoir les mêmes symptômes, mais dépendamment d'où tu viens, on n'a pas la même appellation surtout. Et c'est quelque chose que je pense même les intervenants ou les personnes qui travaillent à l'université, y compris les profs, donc tout le monde doit aussi s'en rendre compte que si, par exemple, j'arrive pas à étudier, c'est pas parce que je suis pas intelligente. Peut-être qu'il y a autre chose. Comme il y a plusieurs symptômes, toi, tu as une manière d'appeler cette maladie. Chez moi aussi, j'ai une manière d'appeler cette maladie. Comme c'est la même maladie, mais avec des appellations différentes. Si je peux avoir de rajouter, parce que je trouve ça très, très, très intéressant ce que tu viens de dire là, à plusieurs égards. Là. Mais tu as dit à un moment donné, je pense, oui, chez moi, je peux avoir cette maladie-là, mais on n'a pas forcément la même épellation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent, par exemple, les diagnostics psychiatriques. Okay? La psychiatrie, là, ça a été élaboré pour des personnes nord-américaines à partir d'expériences de personnes nord-américaines. Un des enjeux avec ça, c'est que souvent, cela ne traduit pas forcément la réalité de d'autres communautés. Ce qu'on appelle la dépression d'une perspective là, de la société nord-américaine ne va pas forcément se traduire et s'exprimer de la même façon, par exemple, au sein des communautés noires. Et ça rend les choses d'une complexité supplémentaire dans la mesure où on ne va pas forcément répondre aux mêmes critères que mon voisin qui est blanc. Là. Donc, ça rajoute un élément de complexité supplémentaire. Et là, ça nous ramène un peu à la question de la résilience, qui est un peu notre dernier thème. Il y a, avec le mythe des personnes noires, il y a le mythe des personnes fortes. Ouais. Hein? Puis, si on regarde historiquement, ça a justifié aussi la traite des Noirs, du fait qu'il y avait une assumption que les Noirs étaient plus athlétiques, physiquement résistants, psychologiquement résistants, arrivaient à danser, à chanter, à rire, même quand il ou elle faisait face à l'adversité. Donc, il y a une sorte de mythe qui s'est construit autour de cette force. Et en fait, même le concept de maladie blanc ou de justement je sais, tu es trop européanisé, c'est pour ça que tu fais de la dépression. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à se donner le droit d'être vulnérable. Et ce que j'entends d'après les échanges ici, c'est que le droit d'être vulnérable est un privilège que les personnes noires n'ont pas encore acquis, ne possèdent pas encore. Donc il y a quand même un aspect de privilège de pouvoir dire « je ne me sens pas bien, je suis triste, je suis abattue » ou « là je n'en peux plus », ou d'appeler à l'aide finalement. Là-dessus, on s'approche de notre temps. Il nous reste 4 minutes d'échange avant d'ouvrir la conversation au reste de la salle. En termes de stratégie, en termes de c'est quoi les forces, qu'on parle de santé mentale, des communautés noires, des personnes noires, quelles sont les forces, quelles sont les ressources présentes au sein de nos communautés que vous avez observées, que vous avez expérimentées. Je pourrais commencer en disant les associations étudiantes comme l'ODENUM ou la UM, même si on n'est pas spécialisé dans tout ce qui est santé mentale, on est quand même une ressource pour les étudiants pour qu'ils se rassemblent justement, pour sortir un peu de cette dynamique très universitaire dans les travaux et tout ça, vraiment avoir un petit espace pour eux, fait par des personnes qui leur ressemblent, pour être en communauté et se sentir soit bien ou soit même vulnérable aussi. Je trouve que c'est de très bonnes ressources qui peuvent être utilisées. Oui, je dirais aussi vraiment donc les associations, organisations étudiantes, c'est une des principales raisons pourquoi j'ai rejoint aussi l'ODENUM comme l'année passée, c'est parce que je me suis dit, waouh, il y a vraiment un endroit où est-ce qu'il y a des personnes qui me ressemblent et qui sont là pour moi à 100%, pas à 50, pas à 80, comme peu importe qu'est-ce qui se passe, ils sont là. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de m'impliquer et jusqu'à présent, je continue de le faire parce que je veux que les nouveaux étudiants qui arrivent, qui sachent qu'il y a quelqu'un comme eux, comme je
je n'ai pas fait de grandes études ou quoi que ce soit. Je ne suis pas la personne la plus extravertie, donc je fais partie des personnes, comme je le disais, assez calmes dans mon coin. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un peut-être qui le voit. Il dit, OK, si elle est comme ça, elle a pu faire ça, moi aussi, je peux faire ça. Donc, je sais aussi que souvent, quand on vient nous voir, je pense que toi aussi, il y a des gens qui vont s'ouvrir à moi de manière comme... Je suis parfois étonnée que les gens puissent me parler, mais c'est vraiment ce sentiment de communauté qui aide aussi. Donc, le fait qu'on soit soudés et que X sait que moi, je suis là pour elle ou pour lui, c'est quelque chose vraiment qui touche. Je peux dire, même si, oui, il y a des tabous aussi dans nos communautés, mais en tout cas, encore une fois, je parle pour moi. Communauté noire n'est pas monolithe, donc, mais le sentiment de famille, de se serrer les coudes, c'est très présent. Et ça aide, même si, oui, il y a des silences et des choses, mais d'être capable de se retrouver parmi d'autres, parmi nos proches, notre famille, en communauté, puis de se dire, oui, on est capable de se parler, de se dire des vraies choses dans le caucus. On est capable de se dire des vraies choses, puis oui, c'est vrai qu'après, on va rire et on va aller prendre une bière ou peu importe, et on va rire, et ça fait partie de cette stratégie de résilience, de se dire, ben, je suis capable de me retrouver avec mes proches, et je sais que c'est une communauté qui est proche, qui est serrée, que ma famille est proche, et que ça me permet à moi d'évacuer ces stress-là ou ces choses-là que j'aurais accumulées pendant la journée ou la semaine ou le mois. Absolument. Si je peux me permettre quand même un mot très rapidement sur la résilience, moi, quand on parle de la résilience des communautés noires, il y a quelque chose qui vient me chercher parce que ça suscite une certaine irritabilité chez moi. C'est parce que je comprends l'idée de la personne noire comme étant forte, puis je pense effectivement qu'avec tout ce qu'on a vécu à travers les derniers siècles, nous sommes des personnes souvent très résilientes. Toutefois, je pense qu'il faut juste faire attention à ne pas forcément romanticiser. Oui. Parce que malheureusement, souvent, on n'a juste pas le choix. C'est pas vraiment un choix que nous avons. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de sacrifices qui ont été faits, notamment par nos parents, que quelque part, dans les moments les plus difficiles, je me dis, je n'ai pas le choix que de participer, je n'ai pas le choix que d'être fort parce que je veux que leur sacrifice ait valu la peine. Moi, mes parents, c'est des personnes qui avaient travaillé dans des manufactures au salaire minimum pendant des années. Mon père, il est décédé il y a quelques années, mais il a 10 dernières années de sa vie, travaillé dans une usine de nuit. Donc, le fait d'être fort, c'est juste, on n'a pas le choix. C'est vrai. Bon, c'est vraiment intéressant. Je vais clore par une anecdote personnelle pour ouvrir le truc, parce que ça fait écho à ce que vous dites, que justement, quand j'ai commencé à être chargée de cours à l'UQAM en sociologie, c'était des cours qui n'avaient jamais été enseignés par des personnes noires auparavant. Et dès mon premier cours, j'ai remarqué qu'il y avait un line-up, il y avait toujours une queue de tous les étudiants et étudiantes noirs du cours m'attendaient pour la fin du cours pour parler avec moi, mais de tout et de rien. Ah, mon fils à la garderie, qu'est-ce que vous pensez de la garderie de mon fils? Oh, je comptais postuler pour tel poste. Des choses sur lesquelles je n'ai pas de connaissances, mais que subitement, juste ma présence leur fournissait un espace, justement, pour se dire, oh, finalement, quelqu'un à qui je peux parler, quelqu'un à qui je peux dire mes vulnérabilités, mes manques, mes peurs, mes anxiétés, sans qu'on me juge parce que je suis une personne noire. Et ça s'est répandu comme ça au fil du temps. Et au début, j'avais comme 1 ou 2 personnes noires dans mes cours. Au fur et à mesure que les sessions avançaient au fil des ans, les personnes noires qui n'avaient aucun rapport avec mon programme d'études s'inscrivaient avec moi. Et ça devenait une sorte de délégation, si on veut, de facto. Puis là, je restais, mon cours finissait à 21h. J'étais des fois sur le campus jusqu'à 23h, parce que là, ça reste, et puis on parle, et puis on parle, et puis... Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi, en termes de représentation, une des nécessités pourrait être aussi, justement, qu'il y ait plus de personnel issu des communautés noires sur le campus, à différents postes, là, dans des postes administratifs, dans des postes d'enseignement, dans des postes même de service, que ce ne soit pas simplement les personnes qui sont en cuisine et à l'entretien, mais que ce soit aussi des personnes qui représentent différents paliers
de savoir, de connaissances, d'expertise. Oui. Alors sur ce, d'abord, on doit vous applaudir parce que ça a été un beau panel. Je voulais maintenant donner la parole, juste pour vous aviser que, je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que je tourne la tête, juste pour vous aviser que le panel est enregistré. Et donc, nous allons vous inviter à passer aux questions. Il y a 2 micros qui sont situés dans les 2 rangées, donc on vous invite à vous présenter au micro. La bonne nouvelle, c'est que vos visages ne seront pas filmés, donc vous serez filmés de dos pour l'enregistrement. Donc, il n'y a pas non plus de souci là de confidentialité ou d'anonymat. Cependant, effectivement, si vous désirez rester complètement anonyme, je vous invite à ce moment-là à ne pas vous identifier avec votre nom, ou etc., avant de poser votre question. Sinon, si ça ne vous dérange pas, vous êtes invité à vous introduire votre nom et puis ensuite poser votre question à nos panélistes ici présents. Voilà. Je pense que ça prend une personne pour se jeter à l'eau. Je vais essayer. Je n'ai pas besoin vraiment du micro, ou est-ce qu'il faut vraiment devant le micro? On entend, hein? Oui, on vous entend. Alors, d'abord un commentaire, félicitations pour l'événement. Je pense qu'on dit que l'université, c'est aussi la cité de l'univers, dans tous les sens, parce qu'on est dans la société, donc, et en même temps... On va vous le donner quand même, finalement. En même temps, on est comme le but à atteindre pour beaucoup, hein, le milieu universitaire, là. Alors, est-ce qu'on fait donc à l'université peut servir d'exemple, peut nourrir la réflexion d'autres groupes à l'extérieur de l'université? Alors, donc, félicitations vraiment d'avoir organisé ça. Et alors, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites là, et autour de la maladie mentale. Et peut-être 1 ou 2 commentaires, c'est que je pense que beaucoup de maladies psychiatriques, évidemment, ne sont pas spécifiques à la population noire, ce n'est pas spécifique aux Noirs, comme ça a été souligné. Et c'est les conditions dans lesquelles nous vivons qui peuvent amplifier certaines pathologies chez les Noirs. Et chez les Blancs aussi, on voit que dans certaines conditions économiques, conditions d'abus ou autres, il y a certaines pathologies qui vont être prédominantes. Là, il y a des populations même blanches au Québec, par exemple, où il y a beaucoup de dépression de père en fils ou de mère en fille, parce que c'est des gens qui ont toujours vécu dans la pauvreté. Ce n'est pas des Noirs, c'est des Blancs. Et donc, ce n'est pas spécifique aux gens qui sont de couleur noire. Alors, mais comme ça a été souligné, il nous appartient vraiment de trouver à l'intérieur aussi de nos communautés des ressources qui existent, en fait, pour pouvoir faire face à ces conditions adverses-là. Et je pense que c'est un bon début de vouloir augmenter la représentation des Noirs à l'intérieur de l'université. Et dans beaucoup d'activités qui se font là, c'est ça qu'on commence à voir. Là. Et je pense que c'est très, très encourageant. Je peux donner un exemple personnellement. Je suis pharmacien, j'ai fait mes études ici à l'Université de Montréal. Et j'ai fini en 1979, j'étais le seul pharmacien, comme Ultima était le seul étudiant en médecine il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, il y en a un peu plus là. Donc, il y a un travail qui se fait et je pense qu'on peut voir la chose sous une autre perspective, qu'on peut travailler pour changer les choses, pour augmenter notre représentation dans l'université. Merci. Merci. Peut-être que je peux dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Je ne l'ai pas mentionné, mais une chose que je trouve que l'université peut quand même faire, même s'il y a des petites actions comme ça qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui s'inscrivent dans certains programmes. Il y a premièrement, je ne sais pas si ça a été vu, mais tu sais, la rétention des personnes dans ces programmes-là, des fois, oui, ils rentrent, mais après ça, les conditions ne sont pas en place pour qu'ils puissent rester et avoir du succès dans leur vie académique. Et une des choses que l'université n'a pas encore faites, mais que j'ai quand même espoir qu'elle fasse, c'est il y a la charte de Scarborough, qui est une charte qui est vraiment une prise de position pour s'assurer que les personnes noires soient bien dans les milieux universitaires. Et ça, je pense que c'est, en tout cas pour ce qui est de dire qu'on marche dans la bonne direction, oui, mais cette charte-là
envoie un message tellement fort dans le milieu universitaire que je pense qu'à ça seul, ça pourrait encourager d'autres personnes à venir travailler ou étudier à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Danielle. Merci pour cette belle conférence. Donc, j'aurais une petite question. Déjà, mon entrée en matière. Comme vous, je suis haïtienne. Moi, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Puis, j'ai beaucoup entendu le discours de notre belle résilience tout le temps. Et je suis tellement contente d'avoir finalement entendu quelqu'un dire ça. L'irrite parfois d'entendre tout le monde parler résilience, résilience, résilience. Et moi, j'ai beaucoup entendu que chez moi, le psychologue, c'est pour les fous. Quand on a un problème, on cache le problème, on n'en parle pas. Mais en vrai, on est beaucoup en mode survie à cause de toutes les tragédies auxquelles on est confronté. Donc, on n'a pas vraiment le choix, comme vous avez dit. Donc, je me posais une question, je ne sais pas à quel point je peux en parler ici, sur le suicide. Est-ce que ça va être d'accord? Parce que je sais que c'est un peu sensible comme sujet. Souvent, pour venir, on va dire, supporter l'argument de notre résilience, ce que les gens disent, c'est qu'en Amérique du Nord, ils ont beaucoup plus de suicides. Nous, malgré toutes les difficultés auxquelles on fait face, on n'a pas autant de suicides. C'est ce que j'entends. Donc, j'aimerais confirmer auprès de vous, est-ce que vous pensez que la culture a un impact sur le comportement suicidaire et est-ce que les suicides sont sous-recensés dans les communautés noires et dans les pays noirs, on va dire? Je trouve une question qui est très, très, très intéressante. Puis, malheureusement, je n'ai pas le chiffre à vous donner pour pouvoir effectivement appuyer à savoir est-ce qu'il y en a plus ou pas. Toutefois, un élément que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est la question de à quel point est-ce que c'est sous-recensé. Moi, personnellement, je me pose des questions. Si on sait à la base à quel point que la maladie mentale est quelque chose de très tabou, imagine le suicide. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus, mais je pense intuitivement, voici où est-ce que je me situe. Mais effectivement, malheureusement, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Mais cet argument-là, je trouve que c'est un argument qui est dangereux, qui est très, très, très dangereux, malheureusement. Je trouve ça aussi intéressant, si je peux commenter, c'est avant d'arriver à l'acte, il y a eu combien aussi de tentatives? C'est ça. C'est comme peut-être que la personne a eu des comportements dangereux et que la famille ou la société a essayé d'étouffer ça aussi. Oh, ben, elle ne voit pas de toute façon, c'est pour ça qu'elle a traversé sans regarder. Non, elle sonnait la cloche. Non, elle boit beaucoup d'alcool, c'est parce que dans leur famille, ils sont tous alcooliques. Peut-être que c'est petit à petit, mais parfois aussi on essaie comme d'étouffer ça ou de banaliser l'acte avant d'arriver, avant de passer à l'acte. Real. Puis je pense aussi, parfois, il y a l'aspect de culpabilité aussi qui va être ramené à ça. Déjà, juste pour le petit aspect de santé mentale, parfois on te fait culpabiliser en mode « mais tu as tout, on te nourrit, logé, pourquoi tu es dépressif ?» alors que ça va vraiment au-delà de ça. Donc la personne qui fait des signaux, peut-être justement quand elle faisait ces signaux-là, on lui disait ben, « pourquoi tu traverses sans regarder? Qu'est-ce qui te prend? Arrête de boire, tu te fais du mal. Pourquoi tu te fais du mal et tu nous fais du mal? » Fait que c'est peut-être la personne finalement finit par rester silencieuse. Ouais. C'est un discours que j'entends beaucoup de certains patients là, qui disent, indépendamment de l'idée, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un bon emploi. Puis là, ils se culpabilisent par rapport à ça. Puis souvent, moi, là, ce que je leur dis, c'est si vous avez une jambe cassée en ce moment, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? À quel point est-ce que votre environnement, qui, oui, est un facteur protecteur, justement, à quel point est-ce que justement ça aurait dû empêcher cet accident qui vient d'arriver? Vraiment intéressant. Vous m'entendez? Non, je pense pas. Oui? Ah, OK, d'accord. Merci beaucoup pour la belle discussion. Je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde, le plus de monde possible. C'est une première étape là, pour éventuellement passer à des actions aussi. Moi, je m'appelle Mylène, je suis psychologue dans un des services à la vie étudiante. Donc, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, ah tiens, ça, c'est vraiment pour moi. Et je suis arrivée avec l'intention de peut-être réfléchir, en fait, justement, à des ponts qui peuvent être faits
entre les étudiants, entre les assos étudiantes aussi. Donc, il y a des représentants ici. Peut-être qu'on pourra échanger nos contacts. Moi, je suis uniquement psychologue, mais après, ben, il y a des ponts qu'on peut faire, des projets, des partenariats. Je pense que ça demande juste des rencontres et puis une collaboration. Puis après, on peut éventuellement faire un bout de chemin ensemble. Donc, moi, ce que j'avais envie de partager, ben, c'est qu'effectivement, moi, dans mon bureau, je travaille pour NONPOL, le Centre de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Il y a 2 services de psychologie à l'Université de Montréal, pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a le César aussi, qui offre un service psychologique auquel j'appartiens. Donc, on est des psychologues en soutien à l'apprentissage. Donc, on accompagne les étudiants qui ont des difficultés scolaires ou qui vivent de l'anxiété, du stress, des difficultés psychologiques en lien avec les études. Donc, ça m'a touchée beaucoup parce qu'effectivement, quand on vit ce fameux phénomène du sentiment d'imposteur, entre autres, ben, on n'est pas pleinement disponible psychologiquement pour se concentrer, travailler, vraiment s'épanouir dans les études, offrir son plein potentiel. On vit vite de l'anxiété, on est vite épuisé. Donc, c'est difficile de réussir dans ces conditions-là. Donc, j'ai rencontré à quelques reprises des étudiants issus des communautés noires dans mon bureau, mais c'est plutôt rare. Mais quand ça arrive, je suis contente d'être là puis de faire un petit bout. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour les rejoindre davantage, peut-être créer des guides pour faciliter l'accès, offrir disons, plus d'informations sur les façons d'accéder aux services. Il y a eu des suggestions aussi par rapport à des services d'urgence. Je pense qu'il y a plein de choses très concrètes qui pourraient être réfléchies ensemble. Donc, ben, bravo pour votre initiative. Puis, ça me ferait plaisir d'échanger des contacts après la rencontre. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Amissi Manerabono. J'aimerais vous remercier également pour la belle discussion qu'on a eue. Et c'est vraiment très très important d'avoir ce genre de discussion. Et ma question s'adresse au docteur Tima. Vous avez parlé de votre expérience à la fin de votre première année de résidence, où le superviseur de stage, c'est ça? C'était un superviseur dans un contexte académique, mais ce n'était pas un stage. OK. Donc, il y a eu des propos inappropriés à votre égard. Malheureusement, ce genre de choses arrive un peu partout, mais c'est quand même surprenant que ça arrive dans un milieu où on comprend mieux les effets de ce genre de traitement-là. Mm-hmm. Alors, ma question c'est, quelle a été la suite? Est-ce a-t-il été au courant des effets que ces propos vous ont causés? Est-ce qu'il y a eu une façon de le faire comprendre? Je sais que c'était difficile quand même, comme résident, c'est comme si vous êtes subordonné, vous êtes comme étudiant quand même. C'est pas facile, mais je me demandais s'il y aurait eu une initiative pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait est mauvais, pour qu'il ne refasse plus à d'autres personnes. Ouais. Et donc, c'est ça, ma simple question. Ouais. Je vous remercie de votre question. Puis je trouve que c'est une question qui est particulièrement intéressante et importante pour les personnes de la communauté étudiante là, qui vivraient une situation similaire. Tout à l'heure, on a parlé de la question du silence. Moi, initialement, j'avais décidé que j'allais garder le silence par rapport à cette situation-là parce que il fallait notamment que je revienne dans ce milieu-là pendant 1 an où ce superviseur-là travaillait. Donc, mes collègues qui étaient présents m'ont tous dit c'est absolument inacceptable, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à ça. Mais moi, je me suis dit, je ne veux pas de problème, je
je vais fermer ma bouche. Par contre, une personne au niveau du département de psychiatrie a décidé, a entendu parler de cette histoire-là, a communiqué avec moi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. À partir de là, en fait, les mécanismes qui sont déjà disponibles au niveau du département de psychiatrie et aussi au niveau de la faculté de médecine ont été mis en branle. Il y a une enquête qui a été ouverte, puis finalement, ce qu'ils ont réalisé, c'est que cette personne-là, les comportements qu'il a eu envers moi, ce n'était pas un comportement qui était isolé. C'était une personne que, malheureusement, je ne suis pas la première personne noire qui a été victime de ses agissements et de ses comportements. Je trouve ça intéressant, effectivement, ce que vous avez dit par rapport à... C'est un milieu où on devrait être particulièrement sensibilisé par rapport à ça. Et ça faisait partie des choses qui ont fait en sorte que je me suis senti... J'ai eu beaucoup de culpabilité parce que je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai le problème. Donc, c'était un commentaire qui était tout à fait approprié, en fait. Ici, j'ai été chanceux parce qu'on m'a pris au sérieux. Par la suite, cette personne a été rencontrée, puis dans la mesure où c'était une situation qui était très problématique, on a suspendu ses privilèges d'enseignement. Ah, OK. Oui. Donc, cette personne ne pouvait plus enseigner à des personnes étudiantes. Et pour finir l'histoire, la personne a trouvé, ce professeur a trouvé cette situation tellement difficile qu'elle a décidé de démissionner. Donc, peut-être que le message que je vais laisser avec ça, c'est que je sais qu'à la faculté de médecine, il y a des choses qui existent spécifiquement par rapport à ça. Il y a le bureau de respect des droits de la personne et tout ça. Là. Moi, je vous encourage à utiliser ces mécanismes-là. Je n'y croyais pas. En toute sincérité, pour être avec vous, je ne croyais pas que ça allait porter fruit. Là. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci à vous. Bien, merci. Je trouve ça intéressant, là, tout ce qui est dit depuis le début. Moi, je travaille, en fait, je suis ancienne collègue de Mylène. J'ai travaillé au sein du service là, pendant 8 ans. Je suis maintenant ailleurs, au sein d'une école affiliée, pour ne pas dire HEC. Donc, je suis très, très près. Je suis restée très près. Dans Mylène m'a invitée, je n'étais pas au courant. Puis nous, effectivement, l'EDI au sein d'HEC est très, 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 très fort. On a des formations, on est hyper sensibilisés, de faire attention à ceci, à cela, à différentes communautés culturelles. Puis on a aussi une grande proportion d'étudiants qui arrivent de l'étranger. Donc on est, je dirais, assez sensibilisés là, aux questions justement de discrimination, de racisme, etc. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant d'avoir les données un petit peu plus pointues sur les problématiques qui sont plus susceptibles d'être surreprésentées chez la communauté noire. Moi, j'avais une petite question, une petite interrogation en vous écoutant parler sur est-ce que vous pensez que ça vous semble un peu plus important pour vous de retrouver cette personne-là au sein, par exemple, d'un service professionnel qui comprend la réalité et qui est aussi de la même communauté, par rapport à d'autres, soi-disant communautés là, qui vivent aussi la discrimination. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus, par exemple, important pour vous que pour d'autres communautés culturelles? C'est une grande question, peut-être. Ouais, je demanderais peut-être une précision quand vous dites pour nous en tant que personnes noires, oui. Ou pour nous comme personnes noires? Non, en tant que personne noire. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas, si vous parlez à d'autres communautés culturelles, par exemple, si c'est quelqu'un d'origine plus arabe ou qui vient de notre... Je vais parler pour moi, parce que sans être l'ambassadrice des personnes noires, pour moi, c'est, si je veux faire une gradation, une personne noire d'abord, ensuite ça va être une personne d'une autre communauté, parce que je sais qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement représentatifs aux communautés noires et qui peuvent être aussi trouvés dans d'autres communautés maghrébines, asiatiques et tout ça. Donc, par exemple, je me sentirais vraiment plus à l'aise si c'était une personne issue des communautés racisées autre qu'une personne noire, comme, sans vouloir dire ça comme ça, mais comme deuxième choix, si j'avais cette multitude de choix-là. Parce que ces personnes-là vivent des enjeux qui sont similaires aux communautés noires aussi. Je dirais que oui aussi. Ben, moi, c'est comme un double tranchant, je dirais ma réponse, parce que, par exemple, si je vais consulter un psychologue ou un psychiatre qui est noir, je serais contente. Mais après, j'aurais l'impression, je me dis qu'il ne pourra
pas totalement m'aider. Parce que ça, c'est vraiment juste vraiment personnel. J'ai l'impression que lui, il a des comptes, des devoirs à rendre à son supérieur, qui est peut-être une institution blanche, si je peux dire comme ça, et il ne pourra pas vraiment m'aider. Comme il a des limites, des cadres, des lois qui fait que le professeur, le psychologue, le psychiatre, l'intervenant ne pourra pas totalement m'aider. Par exemple, je ne sais pas si c'est possible, si je viens dans le bureau d'une chargée de cours, je dis « Ah, ben l'université, elle est plate » et je commence à dire comme plein de vacheries. Je ne pense pas que la chargée de cours qui est noire va dire « Oui, tu as raison, moi aussi je déteste ça, 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 ça. » J'ai l'impression qu'elle va me dire « Non, peut-être qu'elle va comme me réprimander, comme dire « Non, tu ne peux pas te sentir comme ça, on fait notre possible, comme « Oui, vous faites votre possible. » Mais ça n'empêche pas comme mon sentiment. Moi, j'ai vécu des choses, j'ai l'impression que c'est comme... Oui, je serais contente que c'est une personne qui peut me comprendre, excusez, mais elle ne pourra pas me comprendre totalement parce qu'elle représente exactement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? On a une autre question. Mais rapidement, si je peux dire, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'à travers les dernières années, il y a beaucoup de personnes des communautés racisées qui n'étaient pas forcément noires lorsqu'ils me voyaient comme étudiant en médecine, puis par la suite comme médecin résident, qui exprimaient cette joie-là de m'avoir parce que, bien que je n'étais pas forcément partie de leur communauté, j'étais au minimum capable de comprendre une partie de leur expérience comme personne immigrante, étant donné que moi-même j'étais immigrant, étant donné que moi je suis une personne racisée. Donc, je pense que c'est un élément effectivement très important pour beaucoup. Bonjour. En fait, moi, je m'appelle Dora, j'ai 20 ans, je suis en majeure sociologie. Et j'ai beaucoup aimé en fait la conférence en général, mais aussi les points que tu as mentionnés. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Sarah. Sarah. En plus, on s'était vu durant le stand en fait sur la communauté noire. Et j'ai beaucoup aimé en fait quand vous avez parlé en fait justement de quand on regarde dans les cours les personnes qui sont noires pour voir si nos frères ou nos sœurs sont là. Mais en fait, moi, c'était plus en fait une question ouverte, on va dire, parce que non seulement moi aussi, je ressens la même chose, mais je vois plus ça aussi par rapport aux structures des cours. Je sais que vous ne pouvez pas répondre à ça parce que vous n'êtes pas professeur, mais juste, j'aimerais avoir votre avis dessus. Parce que moi, personnellement, en fait, il y a plusieurs cours où est-ce que je me suis sentie un petit peu, par exemple, à l'écart, puis ensuite, voir aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de mes frères et sœurs dans le cours m'a en fait plus ou moins, on va dire, fait aimer ou détester le cours. C'est en fait le cas. Dans un de mes cours, je suis une des seules noires, on est juste deux, mais je me sens quand même vraiment plus ou moins seule. Donc je voulais savoir par rapport à vous, étudiants, vous aussi qui travaillent, sœurs haïtiennes comme moi, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux charges de cours, etc. Aussi, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait par l'université pour exemple les gens comme moi qui se sont plus ou moins mis à l'écart? Est-ce qu'il y aurait peut-être une possibilité de, je sais pas, faire une section, pas nécessairement noire, mais exemple en sociologie pour parler aussi de d'autres cas de personnes racisées aussi noires pour les faire inclure dans les cours et peut-être aider aussi justement pour exemple vous psychiatres qui dites que vous êtes le seul, peut-être ce genre de mise en place de plusieurs, on va dire, analyses scientifiques sur les groupes noirs ou les groupes racisés pourrait peut-être en fait aider les gens de notre milieu à eux aussi s'initier dedans et ensuite augmenter le pourcentage. Ben moi, jusqu'à présent, j'ai l'impression d'être toujours la seule noire. Comme j'ai toujours ce réflexe, quand j'entre dans une pièce, il faut que je trouve quelqu'un de noir. Mais sinon, j'ai déjà eu cette discussion avec ma mère, par exemple. Je la dis souvent, moi, je suis en psychosociaux. Il n'y a pas beaucoup de noirs en psychosociaux. À chaque session, je répète la même phrase à ma mère, puis comme elle est habituée à m'entendre dire ça. Et après, je me suis dit, c'est parce que souvent, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais de dire ça, les noirs font d'autres programmes. Comme ça peut être droit, avocat, médecine, s'ils se rendent jusque-là. J'espère qu'ils se rendent jusque-là. Comme entrepreneuriat, socio, économie. Je ne vois pas beaucoup de noirs en psychologie. Et en sociologie, je commence à en voir. Dans mes cours aussi, je commence à en voir. Mais je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé, il n'y a pas très si longtemps là, il n'y en avait pas beaucoup. Et je me suis dit, OK, au début aussi, je me suis dit, OK, peut-être je ne suis pas à ma place, c'est une erreur. Comme je ne pourrais jamais me rendre jusqu'à la fin, je commence à me rendre jusqu'à la fin. Mais aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'ai oublié.
Mais ce que j'allais dire aussi... Ah non, j'ai un blanc. Je peux rebondir sur ce que tu as dit. Pour être dans une des minorités dans mon programme en travail social aussi qui est très blanc, oui, c'est une issue d'aller vers les personnes qui nous ressemblent, mais je pense aussi le problème se situe parfois au niveau de comment le programme est vendu. Comme tu as dit, médecin, avocat, ingénieur, c'est tous des programmes qui sont vendus parce que tu fais de l'argent dedans et tout ça. Et qui ne veut pas faire de l'argent dans sa vie? Veut pas, c'est beaucoup vendu comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va malheureusement, heureusement, voir beaucoup de personnes, surtout en ingénierie et entrepreneuriat, qui vont être issues des communautés multiethniques, comme ce que la dame disait tout à l'heure. HEC, tu as beaucoup d'étudiants issus des communautés multiethniques parce que là encore, c'est quelque chose qui va toucher à l'argent, au commerce et tout ça. Donc c'est très valorisé. Je trouve que pour avoir justement plus d'étudiants, il faudrait qu'il y ait ce travail-là de valorisation des autres programmes. À partir de là, je pense que on va retrouver de plus en plus d'étudiants. Et par valorisation, je veux dire, pas juste aller donner voici ce que la psycho c'est, mais vraiment valoriser le travail qui est fait en arrière, puis montrer que c'est pas parce que tu es une personne noire que tu peux pas entrer dans ce programme-là. C'est pas parce que c'est ce programme-là que tu vas pas avoir de l'argent. Ce programme-là, c'est vraiment plus que ce qui t'est présenté. Et je pense que c'est un travail qui doit être fait tant au niveau des institutions, mais aussi dans nos communautés. Parce que je parle pour moi, mais quand j'ai dit à mes parents que j'allais en travail social, ils m'ont regardé en mode... c'est quoi? Donc, c'est ça, là, il fallait expliquer et tout. Puis la deuxième question, c'est est-ce que ça fait de l'argent? Donc, c'est ça, je trouve qu'une fois que ces travaux de valorisation-là seront faits, à la fois par les institutions et dans nos communautés, là, on va avoir d'autres personnes qui nous ressemblent dans ce genre de programme. Si je peux ajouter une dernière chose, je l'ai perdu de vue. Par rapport à ce que tu disais, en fait, quand on parle du contenu du cours, aussi. Je pense qu'il y a une diplômée, parce que moi je travaille avec les diplômés, qui s'appelle Stéphanie Boumba, qui est étudiante en sciences infirmières et maintenant à l'école de santé publique, qu'elle s'était donnée comme mission là, avec sa chaîne YouTube, qu'elle allait mettre en valeur des scientifiques noirs. Parce qu'elle disait, elle a vu dans ses cours, dans les livres, on parle d'avancées technologiques et tout ça, mais c'est jamais valorisé ces personnes-là noires qui ont tellement donné. Des noirs aussi peuvent être scientifiques et ils l'ont été dans le temps, mais c'est jamais dit. On a tendance à se dire, quand on parle de l'histoire, même ce mois-ci, du mois de l'histoire des Noirs, on parle historiquement, là, je ne veux pas dire que c'est ça qui se fait aujourd'hui, mais d'esclavage. Et c'était ça. C'était toujours une histoire qui était rattachée uniquement à cette chose traumatisante auquel nos ancêtres ont passé. Et c'était ça seulement. Mais elle s'est donnée comme mission, hey, je vais nous représenter, pas juste, résilience, etc., mais on est scientifique et on a donné à cette société d'aujourd'hui. Et on va le représenter dans nos livres. Il faut que ce soit représenté dans les livres, dans les contenus des cours. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre temps, mais il y a une dernière question. Quelqu'un avait levé la main en arrière. Il y en a deux derrière. Ah, il y a deux dernières questions. Donc, on va être concis dans les questions, mais je pense qu'on va être en mesure de prendre les deux. Je tiens à vous remercier d'abord pour cette belle conférence. Ça a été très intéressant. Ce n'est pas une question, mais je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai oublié le nom. Shine. Comment? Shine. Shine. Ouais. Ils ont dit tout à l'heure que dans les programmes de psychosociaux, on est sous-représenté. Je me rappelle, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé au Canada en 2002, j'ai été à l'UQAM pour rentrer en psychologie. Et le service a été... la personne qui m'a accueilli était raciste. Donc je me suis dit, je m'en vais à l'Université de Montréal. Mais à l'Université de Montréal, j'étais justement le seul noir dans le psycho. Et justement à la maison, quand j'ai dit que je voulais être psycho, alors que c'est quelque chose que je voulais toujours être depuis Haïti, je voulais être psychologue. Mais Michel, si tu rentres en psychologie,
c'est qui va venir dans ta clinique? Certainement, ils ne vont pas avoir un psychologue. Donc, j'ai bifurqué vers la socio. En socio, à l'époque, il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas de clinique. C'était vraiment un lieu où on étudiait. J'étais aussi le seul noir en socio. Mais l'association étudiante peut aider dans ces cas-là. Mais je vous comprends totalement être le seul noir. Puis, travailler à l'université, une dernière chose, travailler à l'Université de Montréal aujourd'hui, lors de la COVID, dans un autre aspect, les étudiants avaient la possibilité d'avoir succès ou échec dans leurs travaux s'ils ne voulaient pas avoir la note. Mais la plupart des étudiants qui me contactaient pour avoir la mention succès ou échec, ce n'était pas les noirs. Alors que les autres avaient C- ou D+. Ils me demandaient un succès ou échec. Mais non, il y avait ils ne se sentaient peut-être pas en droit de le demander. Donc, voilà. Merci. On va prendre la deuxième question, puis on va répondre en même temps à toutes les deux questions. Donc, juste, j'avais une question. Moi, je suis française, j'ai fait mes études en France, en école de commerce notamment, et puis je suis là depuis 3 ans, et là maintenant, j'ai repris les études en sociologie. Et souvent, j'ai aussi été dans des sphères professionnelles. Et souvent, ce qu'on nous dit pas en école ou en université ou même en rentrant sur le marché du travail, c'est qu'on peut être sujet à des burn-out, surtout quand on est des personnes racisées. Et on adresse beaucoup ce problème-là en nous disant « Ah, ben, il faut que tu apprennes à gérer ton stress » ou sinon, ils vont adresser ça en faisant des ateliers « Comment gérer le stress » mais tout change vraiment à adresser le problème, que ce soit en école de commerce, que ce soit en université ou en milieu professionnel. Donc moi, du coup, ma question, c'est quels seront les outils en fait qu'on peut mettre en place en université pour aussi apprendre les étudiants, à adresser ce problème-là pour les études, pour qu'ensuite, après, à la rentrée du marché, sur le marché du travail et en entreprise, on puisse être plus armés en fait. C'est très intéressant comme question. Je dirais que parfois il y a les outils, mais il faut chercher l'outil qui nous convient, c'est surtout ça. Parce que je sais que nous, par exemple, au travail social, on nous donnait un cours carrément sur comment éviter le trauma vicarien, qui est un phénomène que tu ressens en étant resté dans un milieu, donc tu finis par ressentir les mêmes sentiments que tes patients clients. On nous dit, OK, voici comment éviter ça, voici comment... Des ateliers pour éviter le burn-out. Mais au final, parfois, ces outils-là ne te conviennent pas. Donc, moi, ce que j'ai fait à partir de là, c'est essayer de faire une introspection pour savoir justement d'où ça vient ce conflit entre les outils qui me sont proposés et moi-même mon malaise. Et à partir de là, une fois que j'ai compris mon malaise, je suis allée chercher d'autres outils qui sont mieux à ma situation. Donc, tout ça pour dire que parfois les outils sont là, mais ils ne vont pas nécessairement marcher pour ta condition. Je vous laisse commenter aussi par rapport à l'autre commentaire qui avait été nommé. Puis, on a vraiment dépassé beaucoup de temps. Même moi, j'ai une rencontre qui commence on a vraiment beaucoup dépassé le temps. On devait finir à 15. Bon, on est... toutes mes excuses. Mais je voulais quand même vous laisser le temps d'intervenir quand même sur le dernier commentaire. C'est correct? Après. On peut la répondre. Parfait. Ben, on vous laisse la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui, OK. C'était vraiment juste un petit commentaire. Ça va aussi rebondir avec ce que Shane vient de dire. En fait, moi, ce qui m'a touchée dans ce que vous avez dit, je pense que c'est la madame en rose, c'est Sarah. Oui. C'est ça. Vous avez dit que on peut comme se sentir anxieux des fois avec les études et tout, puis c'est pas nécessairement le fait de pas être intelligent, c'est juste comme de vivre des choses, puis on sait pas c'est quoi le mot à mettre dessus. Ça m'était arrivé parce que j'étais en 2e année de bac en psychologie, c'est un petit peu ironique, et je recherchais de l'aide parce que je me sentais vraiment en détresse et tout. Puis j'ai été voir les services psychologiques de l'Université de Montréal parce que je voyais peu importe les efforts que je faisais dans mes cours et tout, j'arrivais pas à avoir les notes. Je vivais vraiment beaucoup de détresse, je savais pas qu'est-ce que je devais faire pour étudier et tout. Donc j'ai cherché des ressources et quand je suis allée en service psychologique, j'ai parlé de tout ça
Et c'est comme si, je ne sais pas si c'était en moi le fait de me dire, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vis, c'est sûrement juste les études. J'ai parlé du fait que je n'arrivais pas à bien étudier et tout. Et c'est des ressources par rapport à ça qu'on m'a donné. Mais je savais qu'en moi, ce n'était pas juste les études, c'était vraiment plus que ça. Donc, heureusement, aujourd'hui, ça va mieux, j'ai fini le bac et tout. Mais je trouve qu'on devrait vraiment avoir beaucoup plus de ressources pour montrer aux étudiants racisés que, comme par exemple, vous dites dans les communautés, on dit c'est des maladies blanches et tout, nanana, mais qu'on devrait vraiment avoir plus de ressources pour montrer qu'on peut aller chercher de l'aide, parce que c'est pas vraiment le fait de performer et tout qui va comme nous faire avancer, mais juste faire de l'introspection sur nous-mêmes pour voir qu'on a des problèmes, on a de l'anxiété, on vit du stress, ça peut même être de la dépression. Il faut juste chercher de l'aide et savoir mettre le mot là-dessus. Ouais. Ben, c'était un beau mot de la fin. Ah ouais. Donc, on va clore. Je vous remercie tous les quatre. Merci aussi beaucoup, Haider Achouri, d'avoir organisé ce panel et puis de nous avoir aussi préparé 2 ou 3 fois de suite lors de rencontres préliminaires. Puis merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui.